Cette vidéo est sponsorisée par Allopneus. Partir en vacances, cela demande un peu de préparation. Vérifier l'état de sa voiture et surtout de ses pneumatiques est une évidence. Et cela ne doit pas être pris à la légère. Le pneumatique, c'est le lien entre la route et votre voiture. Et il peut représenter un coût non négligeable dans l'usage de votre auto. Pour contrôler ces pneus, rien de plus simple. Commencez par les pressions. Elles doivent être prises à froid et leur valeur varie entre les autos. Les pressions spécifiques à votre modèle sont en général sur l'étiquette ici, sur le seuil de la porte conducteur. Ensuite, vérifiez les sculptures et l'usure générale. C'est bien souvent à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il faut changer ses pneus. Faire ce type de contrôle au dernier moment, juste avant le départ, c'est se priver du choix d'une marque ou d'un modèle, mais aussi être dépendant du prix des revendeurs capables de vous changer vos pneus tout de suite. Avec Allopneus, cette contrainte n'existe plus. Même s'il est plus confortable de contrôler ses pneumatiques un mois avant de partir, donc en ce moment, pour bien préparer ses vacances, vous pouvez profiter des prix et du choix Allopneus, même si vous partez dans l'heure. Commandez sur le site et faites livrer vos pneumatiques chez le livreur mobile Allopneus ou le garage agréé le plus proche de votre lieu de vacances. Il pourra alors vous changer vos pneumatiques pendant votre séjour. Et comme si cela ne suffisait pas pour la communauté du Choucroute Garage, Allopneus vous offre 5% de remise du 10 au 30 juin 2024 si vous utilisez le code Choucroute5 en validant votre commande. Les conditions et liens sont en description. Achetez vos pneus chez Allopneus, vous bénéficiez du choix et du prix sans sacrifier votre tranquillité. Un grand merci à Allopneus de soutenir The Choucroute Garage. Et maintenant, place à votre épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technologie emblématique de Tesla, la technologie des gigacastings. Et nous allons voir ce qu'elle cache. De nombreux acteurs la conspuent, tandis que d'autres l'adoptent avec délectation. Qui a raison et qui a tort? C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous annoncer qu'il y aura bientôt une toute nouvelle émission dans le Choucroute Garage. Je vous en dis pas plus, ça arrive dans les jours qui viennent et c'est une émission qui sera récurrente et qui devrait finalement donner, on va dire, un peu plus de substance à la chaîne encore. Voilà, donc si jamais vous ne voulez pas rater les futurs épisodes de cette nouvelle émission, eh bien ma foi, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Il est possible aussi que si vous avez neutralisé les notifications dans vos paramètres YouTube, que vous ne recevez aucune notification non plus, ce qui serait un petit peu bête. Pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas non plus régulièrement de contrôler que vous êtes abonné, parce que YouTube désabonne certaines personnes, on ne sait pas trop pourquoi. Il semblerait que c'est un bug, mais ça dure depuis quand même un certain temps. Et YouTube n'a pas de solution à nous donner. Donc, comme dit, contrôlez que vous êtes bien abonné. Voilà. Maintenant, passons à notre sujet. Technologie emblématique, je vous l'ai dit, de Tesla, les gigacastings ont cristallisé pas mal d'opinions. Mais peu de personnes savent que la technologie du constructeur américain n'est en fait pas du tout nouvelle. C'est son utilisation et sa généralisation à de grands éléments pour l'automobile qui l'est. Faisons un petit retour en arrière pour voir ce qu'il en est. Voire un gros retour en arrière. L'art de mouler des pièces en métal date en effet de la préhistoire. C'est à l'âge de bronze que l'homme est parvenu à maîtriser le feu pour obtenir de fortes températures. Le bronze est un alliage de cuivre et de zinc qui a la propriété de fondre aux environs de 1000 degrés. Cette température dépend des composants, puisqu'il n'y a pas que ces deux métaux, et des proportions de l'alliage. Le métal en fusion est coulé dans un moule, bien souvent en terre, pour lui donner la forme voulue. L'homme préhistorique a utilisé ce métal pour de nombreuses choses. Des objets et outils peuvent être utilisés tels quels, soit coupés, polis, affûtés, en bref, usinés. D'un point de vue fabrication, les gigacastings sont les descendants directs de la technologie de nos ancêtres. Toutefois, au fil des siècles et des millénaires, les technologies ont évolué, tout comme les matériaux. Il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour voir émerger un nouveau métal, l'aluminium. Extrait de la bauxite, ce métal a une propriété qui a longtemps empêché de le produire industriellement. Sa mauvaise pureté à l'état naturel. Il faut attendre la fin du 19e siècle pour pouvoir le produire en grande quantité grâce à un procédé d'électrolyse. Avant cela, l'aluminium est un produit plus cher que l'or, malgré des minerais abondants. Napoléon III recevait d'ailleurs ses invités de marque à une table où couverts et plats étaient en aluminium, et non en or ou en argent.
Si l'aluminium entre rapidement dans la production de petites pièces des automobiles, c'est dans les années 1970 qu'il reçoit ses titres de noblesse pour des composants importants, tels que les moteurs. Alléger les autos est en effet primordial, et le remplacement de la fonte fer-carbone permettait de faire des économies de poids, et donc des économies de carburant. Avec les 2 crises pétrolières de la décennie, l'aluminium a logiquement trouvé sa place dans nos voitures. Pour les carrosseries, par contre, il a fallu attendre encore un peu plus longtemps, car l'aluminium n'est pas facile à travailler. Sous forme de tôle, il est capricieux dans les presses à emboutir. Peu malléable, il se déchire fréquemment et a une élasticité qui empêche trop souvent d'avoir une pièce aux bonnes cotes. En effet, la température est importante dans le maintien de la forme après le passage en presse. C'est Audi qui fait une avancée majeure dans le domaine avec son A8. En 1994, elle apparaît avec une carrosserie tout alu appelée Space Frame. Presque entièrement en alliage d'aluminium, la voiture devait sa réussite à un procédé de chauffage des tôles et des matrices d'emboutissage pour obtenir des panneaux aux bonnes dimensions. C'est encore cette technique qu'utilise Tesla pour ses modèles S et X par exemple. Pourtant, si l'aluminium est léger, il reste moins adapté à la fabrication de tôles que l'acier. En effet, sa structure cristalline lui donne une forte limite élastique. Parenthèse. La limite élastique, c'est une déformation réversible. Si on prend une languette de tôle comme ceci, et qu'on applique une force au centre tandis qu'elle est maintenue uniquement sur les côtés, elle prend une forme courbe. La déformation s'appelle une flèche. Si la flèche est inférieure à la limite élastique, alors sitôt qu'on cesse d'appliquer la force, le métal revient à sa forme initiale. En revanche, si on dépasse la limite élastique, le métal entre dans une phase dite de déformation plastique. La languette ne revient pas tout à fait à sa forme initiale, mais revient tout de même un peu. La limite élastique dépend de la forme et de l'épaisseur de la tôle, mais aussi de sa température. Pour l'acier, la température ambiante peut aller, mais pas pour l'aluminium. Revenons maintenant à nos moulages. L'aluminium pur n'a jamais été un bon métal pour être utilisé pur dans des applications techniques. Il est bien trop malléable et son point de fusion est bas, dans les 660 degrés Celsius. On lui ajoute donc d'autres métaux pour obtenir des pièces ayant des propriétés voulues. Zinc, magnésium, cuivre, zirconium et autres métaux permettent de remonter le point de fusion pour les moteurs, par exemple, ou de donner des caractéristiques mécaniques pour encaisser ou transmettre des efforts. Pour améliorer encore ces caractéristiques, les ingénieurs ont développé de nouvelles techniques de moulage. Plutôt que de simplement couler le métal comme on le faisait jusque-là, l'injecter sous pression donnait de meilleurs résultats. Cette technique est apparue dans les années 1920-1930. Ensuite, ils ont expérimenté une seconde technique. Faire le vide dans le moule avant l'injection améliore encore le procédé au point de donner des pièces ne comportant plus que d'infimes porosités. Cette technique est plus chère et donc n'est utilisée que pour des pièces extrêmement techniques. Toutefois, le système par injection sous pression permet d'avoir des pièces plus grandes et plus complexes. Certains constructeurs ont tiré parti de cette technique et l'ont utilisée dans les châssis de leurs modèles de grande production, comme General Motors par exemple, qui produisait des berceaux avec cette technique. Je vous refais une petite parenthèse ici pour parler des bras de suspension en alu. Ceux-ci ne sont pas produits par moulage, car ils doivent subir des chocs et des efforts importants. Or, l'aluminium et les chocs, ça va pas très bien ensemble. Le seul métal qui supporte extrêmement bien les chocs est le fer et ses dérivés, donc l'acier. Pour produire des bras de suspension en alu, on utilise une autre méthode, le forgeage. L'aluminium est produit puis extrudé en longues barres. Cela permet d'aligner les structures cristallines comme on le souhaite, pour rendre la pièce plus résistante dans un sens donné. Ensuite, le métal est embouti à chaud pour ne pas casser ce bel alignement. Lorsque l'on moule une pièce, la structure interne du métal est aléatoire et donc n'est pas aussi résistante, à moins d'ajouter du métal supplémentaire. S'il est plus cher de produire une pièce forgée, elle est plus résistante pour un même poids et une même taille qu'une pièce moulée. Toutefois, cette technique n'est économiquement rentable que pour des petites pièces. Nous en arrivons maintenant à Tesla et ses gigacastings. La technique de production n'est pas différente de celle développée dans les années 1930, mais elle est utilisée à une toute autre échelle. On injecte sous pression un alliage d'aluminium dans un moule en métal pour lui donner sa forme. Ce que Tesla et Hydra ont développé, c'est un alliage qui permet cela et une combinaison pression-température qui donne satisfaction avec des pièces aussi massives. D'ailleurs, pour info, lorsque l'on parle de presse 6000 ou 9000 tonnes, ce n'est pas le poids des machines, mais l'équivalent en force qu'exercent les moules l'un sur l'autre. Ouf! Bon, voilà pour l'histoire et la production. Maintenant, il est temps de voir ce que ça donne dans la voiture.
Le choix d'utiliser le gigacasting dans les modèles Y ou dans le Cybertruck n'est pas anodin, et les équipes d'Elon Musk ne se seraient pas lancées dans un tel changement si cela n'avait pas eu d'énormes avantages. La principale raison de leur adoption est le prix de revient des autos. Si le moulage d'un casting prend du temps, c'est tout de même nettement moins long que de produire et assembler des centaines de pièces en tôle d'acier ou d'aluminium embouties. La productivité est meilleure et les coûts en investissement machine nettement moindres. Accessoirement, cela permet aussi d'utiliser moins de place dans l'usine. Autrement dit, c'est tout bénef en productivité et en rentabilité. La seconde raison est purement technique. Produire une seule pièce ne nécessite pas de complexe contrôle ou de précision trop importante. En effet, pas de chaîne de cote à respecter sur plusieurs pièces et pas de tolérance d'assemblage non plus. Statistiquement, il y a moins d'opérations, donc moins de malfaçons. Ensuite, le procédé permet d'économiser de la matière. Lorsque l'on découpe des pièces en tôle, les chutes doivent être renvoyées vers le fournisseur. Avec les castings, pièces défectueuses et chutes d'ébavurage sont directement broyées sur place et réinjectées dans les machines de production. Voyons maintenant les inconvénients du point de vue de la construction de la voiture. Premièrement, cela a imposé des investissements importants pour développer la production et l'assemblage. En plus des machines de moulage, il a fallu penser à l'assemblage de la pièce sur la caisse en blanc. Or, les castings sont en contact avec deux types de pièces, certaines en aluminium et d'autres en acier. Les deux métaux n'aiment pas être mis en contact car cela crée un courant induit, de l'électricité. Cela corrode les métaux et met en péril la liaison entre les deux. Pour résoudre cet inconvénient, Tesla a utilisé une méthode très répandue dans la construction aéronautique, le collage-rivetage. Les surfaces de contact sont enduites d'une colle très résistante et isolante, et le tout est assemblé par des rivets ou des vis. Ceux-ci sont surtout là pour assurer le bon maintien le temps que la colle prenne. Ils n'ont qu'un rôle mineur par la suite. Le second inconvénient des gigacastings n'est pas lié à la production, mais à l'usage et à un cas particulier, le cas de l'accident. Le gigacasting n'est pas réparable. Enfin, si on veut garder sa résistance initiale. On dit souvent que l'aluminium ne se plie qu'une fois, et c'est plutôt vrai. Lorsqu'on essaye de le redresser, en général, il casse. C'est ce qu'on voit souvent dans le cas de jantes alu déformées. Et il vaut mieux en général remplacer plutôt que réparer dans un tel cas. Lorsqu'un casting est cassé, il est nécessaire de le changer. Et ressouder des pièces n'est vraiment pas à faire. Dans la vidéo que je vous mets ici dans les fiches, un atelier a ressoudé un casting. Mais clairement, c'est un bricolage hasardeux qui doit être proscrit. Car, nous le verrons plus loin, les dégâts peuvent être plus étendus et invisibles dans la structure du matériau. Le dernier inconvénient du gigacasting, eh bien c'est son poids. Et oui, quoi qu'on pourrait en penser, et malgré le fait que ce soit en aluminium, une coque de modèle Y avec ses 2 gigacastings est plus lourde que celle avec un seul, même si elle ne possède pas de plancher. C'est minime, mais réel. Voilà pourquoi la modèle Y propulsion de Berlin avec ses batteries BYD est aussi lourde que son homologue chinoise à batterie CATL. Voyons maintenant l'influence des gigacastings dans un accident. Mais avant de se pencher sur les effets, il faut faire un peu de physique fondamentale. Un choc, c'est avant tout un transfert d'énergie. C'est la manière dont cette énergie est transférée, mais aussi la durée du transfert qui génère des conséquences plus ou moins néfastes pour les passagers. Dans un accident, l'objectif est de dissiper un maximum d'énergie dans les éléments de la voiture pour épargner les passagers. Imaginons une voiture à la résistance infinie qui rencontre un mur à la résistance infinie aussi, à 50 km/h. Ok, je sais que c'est pas possible. Mais bon, imaginez. Lorsque la voiture entrera en contact avec le mur, elle rebondira, puisque rien n'absorbe le choc. Dans la voiture, le passager subira une accélération énorme au moment du choc et une deuxième accélération énorme lorsque la voiture repartira dans l'autre sens et finira écrasée contre le tableau de bord réduit en bouillie. C'est un peu comme si vous secouez fortement un œuf, le jaune va finir mélangé au blanc. Pour dissiper mécaniquement de l'énergie cinétique, il y a 3 moyens qui aboutissent tous à la même chose, un dégagement de chaleur. Le premier moyen est la friction. C'est le principe des freins, mais aussi des amortisseurs. C'est Volvo qui a eu l'idée d'utiliser cela pour réduire les conséquences d'un choc. Des butoirs contenant de l'huile supportent les pare-chocs. En cas d'accident, le piston rentre et l'huile passe par de petits orifices. La pression et le passage de l'huile à travers les orifices échauffent l'huile, dissipant de l'énergie. Ce procédé est très bien pour des petits chocs, mais n'est pas suffisant pour un accident plus conséquent. De plus, c'est relativement complexe et cher. La seconde solution est d'introduire des pièces qui se déforment. Lorsque vous courbez un trombone encore et encore, il chauffe de plus en plus. Dans le cas d'un choc, c'est la déformation des tôles qui dissipe de l'énergie en s'échauffant.
Ce type de déformation est plutôt efficace avec des tôles, mais les castings ne peuvent assurer une telle mission. Il reste toutefois un dernier moyen très efficace pour dissiper de l'énergie, la fragmentation. Une cassure, c'est une déformation extrême. Pour casser un matériau, il faut rompre des liaisons moléculaires et c'est très consommateur d'énergie. Du coup, si le casting peut se casser en multiples fragments, il devient un élément de dissipation d'énergie très efficace. Plus vous aurez de fragments, plus il aura dissipé d'énergie. Le dispositif présent sur les Tesla pour protéger les passagers d'un choc est donc triple sur le modèle Y. Premièrement, derrière la peau des pare-chocs se trouvent des crash box. Ces éléments en polystyrène se compriment lors des chocs. Ils dissipent l'énergie des tout petits chocs et sont le premier étage du dispositif de protection des passagers en cas de choc plus important. Pour le second étage, ce sont aux zones de déformation programmées de jouer. Produites en tôle emboutie et soudées, elles sont boulonnées sur les longerons de l'auto. Leur déformation dissipe assez d'énergie pour des chocs relativement importants et sont remplaçables facilement. C'est d'ailleurs relativement impressionnant, mais pas forcément si grave que ça. Enfin, le dernier rempart chargé de protéger les passagers est constitué des gigacastings. Conçus pour se fragmenter au plus proche du choc, la partie la plus intérieure est quant à elle renforcée pour participer à la résistance de la cellule de survie. Celle-ci ne doit pas s'écraser pour offrir un espace vital suffisant en toutes circonstances. Si le choc atteint de telles proportions, il est probable que la voiture soit bonne pour la casse, vu les éléments coûteux touchés, qu'on ait affaire à une auto avec ou sans gigacasting d'ailleurs. Toutefois, dans certains cas rares, on pourra redresser un longeron en tôle emboutie, ou remplacer un gigacasting. Dans les deux cas, il faut un marbre qui immobilise et stabilise la géométrie de la caisse pendant l'opération. Le gigacasting peut alors être retiré sans souci grâce à son assemblage collé-riveté. On meule les rivets et on brûle la colle. Celle-ci se désagrège à des températures assez basses pour permettre de ne pas endommager la structure cristalline des pièces adjacentes. En effet, si on chauffe trop une pièce, eh bien, on va se retrouver avec des changements cristallins qui vont rendre la pièce cassante. C'est ce qui arrive, entre autres, lorsque les soudures sont mal faites. D'ailleurs, cet état de fait est aussi une des raisons pour lesquelles souder un gigacasting est une très mauvaise idée. L'aluminium conduit très bien la chaleur, et pour peu que la soudure soit proche du point de collage, l'adhésif ne pourrait tout simplement plus faire son office. Il aurait brûlé au moment de la soudure. Le casting ne tiendrait plus alors que par les vis ou les rivets, ce qui pourrait causer une rupture catastrophique. Ce système de fixation a par contre un avantage énorme. Une auto au gigacasting remplacé sera indiscernable de la voiture sortie d'usine lorsqu'on parle de résistance mécanique. Contrairement à une auto ayant subi un remplacement de pièces soudées, le collage et le rivetage sont des opérations qui se réalisent aussi bien à la main qu'avec un robot et à des températures basses. Cela ne change aucunement les caractéristiques mécaniques. En aviation, ces opérations sont courantes sur des appareils vieux de plusieurs dizaines d'années parfois, sans que cela ne change la sécurité ou les performances. D'un point de vue économique, c'est surtout le gigacasting arrière dont le remplacement pourrait être intéressant. À l'avant, en effet, celui-ci comporte énormément d'éléments fixés dessus, dont le système complexe de conditionnement d'air et de pompe à chaleur par exemple. Cela pourrait causer des coûts de main-d'œuvre dissuasifs. De plus, la zone de déformation avant est plus grande que celle de l'arrière, ce qui induit qu'il faut un choc bien plus violent pour toucher le gigacasting, et donc potentiellement des dégâts plus importants autour. En conclusion, les gigacastings sont vraiment une avancée majeure dans la façon de construire les voitures. Ils ont énormément d'avantages et peu d'inconvénients. Mais alors pourquoi ne sont-ils pas adoptés partout? Comme ce fut le cas par exemple des turbos. Eh bien, il y a deux raisons majeures. La première est qu'une telle technologie impose des changements dans la manière de faire, mais aussi de penser les voitures. Les ingénieurs sont des gens frileux, car si le changement de technologie se passe mal, ils seront blâmés par leur hiérarchie. En revanche, faire de petits pas prudents sans jamais innover plus loin que ce qu'on sait déjà faire, eh bien c'est sans risque pour eux. La seconde raison est plus émotionnelle. La technologie des gigacastings, même si elle était dans l'air depuis un certain temps, sera longtemps attachée à Tesla en termes d'image. Et ça pose un problème. Adopter les gigacastings, c'est avouer quelque part qu'on est en retard technologique. Les constructeurs chinois s'en contrefichent, car ils sont pragmatiques, ce qui leur donne un avantage technique et bon pour eux. En revanche, lorsque l'on frime en se targuant d'avoir la meilleure technologie au monde, comme certains Allemands ou Japonais, alors s'opposer au gigacasting, même en faisant preuve de mauvaise foi et de dogmatisme coûteux, eh bien ça a du sens.
mais ça reste tout de même la pire idée au monde. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.